Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire de présentation du dispositif Alt Impact. J'ai le plaisir d'animer avec vous, avec plusieurs co-animateurs ce webinaire. On va se présenter à vous. Donc moi je suis Laurent Bompas, je suis chef de projet chez Atlas et je travaille donc sur le déploiement de ce dispositif Alt Impact. Je vais avoir le plaisir d'animer avec Chiara Giraudot, que je vais laisser peut-être se présenter. Et Bonjour tout puis, le monde, Chiara Giraudot, ingénieure pédagogique au CNRS et je vais vous parler du programme Alt Impact. m'accompagneront aussi Monsieur Perrard, cofondateur de l'entreprise Doing. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le gérant de la société Doing, une société qui intègre beaucoup d'ENR dans ses procédures. Donc on pourra en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Et Monsieur Chamaillou, qui représente l'entreprise Penbase. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable marketing pour la société Penbase. Donc, on est un éditeur de logiciels basé près de Montpellier et on a été labellisé numérique responsable l'année dernière. Alors, je vais afficher mon support, mais avant de le faire, peut-être une petite présentation d'interface qu'on va utiliser avec vous. Vous avez en haut à droite une petite bulle avec un point d'interrogation. Cette fonctionnalité va vous permettre d'interagir avec nous. Donc là, vous pourrez utiliser cette fonctionnalité pour nous poser des questions par écrit. On répondra à certaines de vos questions. Merci, je vois une première personne qui nous fait un bonjour. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou à travers cette interface. Ça nous permet de voir que vous êtes là et que ça fonctionne bien. Donc, à tout moment pendant le webinaire, vous allez pouvoir, à travers cette interface, poser vos questions. Et par ailleurs, certains l'ont vu, mais vous avez un petit, en bas à gauche, un petit icône emoji qui va vous permettre de aussi donner des impressions pendant le webinaire. N'hésitez pas à vous en saisir. On va autant que possible répondre à toutes vos questions. Celles qu'on ne traitera pas sur l'instant seront répondues par écrit quelques jours après le webinaire. Donc là, on prend cet engagement vis-à-vis de vous. Voilà. Et par ailleurs, quand vous quitterez le webinaire, vous aurez une petite enquête qui vous sera proposée et vous allez pouvoir, à travers cette enquête, solliciter un rendez-vous auprès de votre conseiller, votre conseillère ou demander à être recontacté. Donc n'hésitez surtout pas, là aussi, à vous en saisir. On aura besoin de savoir, de connaître l'identité en fait de toutes les personnes qui auront besoin de recevoir une visite de la part d'Atlas. Je vais afficher mon support et on va pouvoir commencer le webinaire en tant que tel. Alors, si vous voulez bien me l'afficher en plein écran. Voilà. Alors, nous nous sommes présentés. Alors, on va intervenir en 4 temps. Bon, un tout petit premier temps de présentation de ce qu'est Atlas. Ce sera assez court. On attaquera ensuite la deuxième partie avec la présentation des travaux de l'ADEME et la présentation du dispositif Alt Impact. Vous verrez que le dispositif est plus large que simplement le champ de la formation des informaticiens. On abordera ensuite les modalités spécifiques au dispositif Alt Impact pour son volet massification de la formation notamment des personnels informatiques. Et puis, quatrième temps, avec le témoignage de 2 entreprises qui ont déjà mis en œuvre une démarche numérique responsable et qui sont même allées jusqu'à une labellisation. Donc là, ça fait quelques temps que les démarches sont actives et qu'elles sont déployées. Et donc ce retour sur expérience vous permettra de prendre connaissance de toutes les étapes inhérentes au process et puis d'interroger nos témoins sur tout le déploiement, les formations nécessaires au déploiement, tous ces sujets-là. Et puis on terminera par un petit temps de questions-réponses. Alors,
première étape, Atlas. Atlas, c'est un OPCO, un organisme qui a deux missions principales: accompagner le développement des compétences des entreprises adhérentes. Alors, on intervient auprès de toutes les entreprises de services à forte valeur ajoutée, et puis on favorise l'accès à l'emploi par la formation. On intervient auprès de 13 branches qui ont toutes pour particularité de proposer des prestations de services. Et des prestations de services à forte valeur ajoutée. Notamment, nos deux témoins représentent la branche qu'on appelle bureau d'études, qui accueille à la fois les entreprises numériques, les bureaux d'études et les sociétés de conseil. On est présent sur tout le territoire, avec 28 représentations régionales, 11 antennes territoriales, et on a fait en sorte d'animer avec les collègues qui officient depuis les antennes de Toulouse et de Lyon. Alors, petite présentation du programme Alt Impact, et je vais laisser la parole à Chiara pour présenter le dispositif. Merci beaucoup, Laurent. Alors moi, c'est Chiara Giraudot, ingénieure pédagogique au CNRS. Je vais vous parler du programme Alt Impact et du lien que nous avons avec l'OPCO Atlas. Alors, tu voulais lancer ton intervention par un petit sondage que je vais activer. Oui, c'est ça. Effectivement. Hop, je lance le sondage. Alors, le sondage va s'afficher sur vos écrans. Voilà, normalement, vous devez le voir apparaître. Alors, vous devez voter. Donc, si d'après vous, l'affirmation suivante est vraie ou fausse, le numérique est responsable d'environ autant d'émissions mondiales de gaz à effet de serre que le secteur de l'aviation. Est-ce que d'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Une estimation à peu près environ à quelques pourcentages près, on va dire. Donc, on va vous laisser quelques secondes, le temps de... Donc, vous êtes presque 300, et du coup, on va attendre qu'on ait... On a déjà plus de 200 votes sur le sondage. Bon, du coup, il y a un vote qui ressort, c'est le vrai. Du coup, je peux terminer le sondage. Moi, je peux effectivement... Voilà, on va... Je te laisse la main, Laurent. Et du coup, on peut avoir la réponse sur le diaporama qui va s'afficher. Voilà, je remets le diaporama. Parfait, alors, merci Laurent. Voilà, question. Et donc, la réponse est vraie. Effectivement, vous avez bien vu, vous étiez à peu près 80% à voter vrai, et c'est tout à fait vrai. Le secteur numérique représente environ 4%. On va voir un peu en détail. Là, c'est vraiment une estimation à la louche des émissions de gaz à effet de serre, soit 1,5 fois celui de l'aviation, qui est à 2,8%. Donc, le numérique est encore au-dessus. On peut le voir. Et je vais vous proposer du coup un deuxième petit sondage, toujours en lien avec cette thématique. Donc, Laurent, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Alors. En lien avec le numérique et un petit peu ce que les connaissances générales qu'on peut avoir ou pas. Donc, d'après vous, est-ce que l'obsolescence programmée est autorisée en France? Est-ce que vrai, elle est légale, ou faux, elle est illégale? Là, on voit quand même qu'il y a un vote qui ressort aussi. Est-ce que le vrai va remonter un peu? Est-ce que le faux va rester à dominer? On va encore attendre quelques petites secondes. Alors, bon, pendant le vote, je vais... arrêter ici. Donc là, encore ici, vous votez en majorité faux. Donc, Laurent, tu peux afficher la réponse, s'il te plaît. Oui. Alors, petite précision, le webinaire est bien enregistré et le replay vous sera accessible. Vous recevrez un mail automatique qui vous donnera accès au replay. Hop, voilà pour toi. Le suspense. Alors, ouais, est-ce que vous voyez bien mon... Là, on voit toujours le sondage. 76% des gens ont voté et c'est 81% de faux. Mince. Voilà, d'après vous, effectivement, bon, parfait. Donc l'obsolescence programmée, effectivement, n'est pas autorisée en France, c'est illégal. Elle est qualifiée de délit depuis 2015. Et pour la petite anecdote, Apple en 2017 avait ralenti la vitesse de ses processeurs dans la mise à jour d'un système d'exploitation. Et grâce à l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, elle a perdu. Et du coup, voilà, elle a été condamnée à une amende en 2020 de 25 millions d'euros. Donc effectivement, même si c'est peu connu, même si je vois que vous avez eu la bonne réponse, quand je pose la question auprès des étudiants, pour le coup, ils pensent que
que c'est plutôt encore autorisé. Donc voilà, il y a quand même quelques petits cas qu'on observe effectivement où l'obsolescence peut être punie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de sobriété numérique, de sa définition et des enjeux. Après, je vous parlerai du programme Alt Impact, de ses objectifs et des différentes actions. Du coup, si on reprend les limites planétaires, donc on connaît un petit peu les 9 limites planétaires, donc on en a 6 qui ont déjà, dont le seuil de risque a été franchi. Et là, vous avez en écriture blanche sur noir les limites planétaires pour lesquelles le numérique a un impact. Donc comme on peut voir, on a du coup 6 limites planétaires sur lesquelles le numérique a un impact. Donc voilà, on sait que le numérique a un impact sur beaucoup d'éléments en lien avec en lien avec la transition écologique. Pour quelques chiffres clés, là, l'ADEME a sorti une nouvelle étude début 2025 qui porte sur des chiffres qui ont été évalués en 2022. Donc, on peut voir que le numérique, si on se pose la question de à quel point ça pollue, comme on a vu qu'il touchait plusieurs limites planétaires, on voit que c'est 4,4%. Donc, on parlait d'environ 4% tout à l'heure. 4,4% de l'empreinte carbone en France en 2022 et 11% de la consommation électrique en France. Là, on peut voir du coup tous les aspects matériels du numérique parce que souvent on imagine le numérique comme étant immatériel, on ne sait pas trop par où passent les informations. Donc on a déjà les terminaux qui sont vraiment le matériel, donc ça peut être l'ordinateur, le téléphone, les objets connectés qu'on va avoir vraiment sur l'aspect physique qu'on va obtenir nous en tant qu'usagers. Ensuite, on a tout ce qui est réseau, ce qui va nous permettre d'être connectés entre nous. Et enfin, on a les data centers qui permettent de faire fonctionner tout ça. On en parlera un tout petit peu plus en détail juste après. Sur la deuxième partie des chiffres clés, on peut voir ici, donc on reprend les 4,4%, et du coup, ça correspond à 29,5 millions de tonnes de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre en 2022. Donc là, on peut voir effectivement, du coup, que 50% d'impact carbone est lié à la fabrication, donc la fabrication des terminaux. On compte ici donc l'extraction des métaux, la fabrication en tant que telle. On a une petite partie sur les transports, mais qui est quasiment minime. Et on a ensuite 4% des réseaux et 46% au centre de données. Et c'est un chiffre qui a augmenté par rapport aux études des années précédentes. Et on va en parler juste après. Voilà ici, donc pourquoi est-ce que du coup 46%, donc c'est plus qu'en 2020 sur la dernière étude de l'ADEME, c'est 16%, c'était 16%, pardon, donc du coup on a pris 30 points et à l'époque en fait on parlait seulement des data centers qui étaient en France et en fait une partie importante de nos usages est hébergée à l'étranger, donc du coup on a essayé de calculer tout ça dans cette deuxième étude et en plus de nouveaux centres de données ont émergé depuis, ont été construits, donc voilà pourquoi ce chiffre a augmenté. Et donc là on reprend un peu le chiffre de 11% de consommation électrique française qui est lié au numérique, donc 51,5 TWh pour les usages nationaux du numérique, et toujours à mettre en perspective avec les data centers à l'étranger qu'on peut parfois oublier. Voilà, du coup, par rapport au numérique, on a aussi un impact qui est multifactoriel. Donc, il y a un impact effectivement environnemental, donc il est lié à la consommation énergétique. Donc, on parle d'empreinte carbone, de radiation aussi ionisante, donc d'exposition à certaines radiations, l'épuisement des ressources fossiles, il y a l'extraction des métaux. Effectivement, de l'épuisement des ressources, une masse de métaux déplacée avec presque 1 tonne par an par habitant, l'extraction de plus en plus difficile et coûteuse, et aussi évidemment un impact social, éthique, mais aussi sanitaire à titre individuel, donc avec des conditions de travail très difficiles et qui va à l'encontre des droits humains, avec le travail d'enfants, près de 40 000 enfants travailleraient dans des mines de cobalt et ça représente pas tout le travail dans les mines, des difficultés liées à l'inclusion, à l'accessibilité avec par exemple des personnes âgées ou éloignées du numérique, et aussi avec effectivement des aspects de désinformation, avec la masse d'informations qu'on peut avoir en lien avec le numérique. Et je parlais aussi rapidement des aspects, même s'ils sont pas, ils sont également beaucoup à prendre en compte, les aspects sanitaires au niveau individuel liés à l'exposition excessive aux écrans et tout ce qui est lié à l'économie de l'attention, pourquoi on maintient notre attention sur les écrans. Enfin voilà, pour vous dire que le numérique a un impact vraiment large, écologique, c'est certain, mais aussi sur d'autres aspects. Et du coup, dans le programme Alt Impact dont je vous parlerai juste après, on a défini la sobriété numérique de la manière suivante, dans un contexte où les limites planétaires sont dépassées, comme on vient de le dire. La sobriété numérique est une démarche qui consiste à questionner le besoin et l'usage des produits et services numériques, avec pour objectif l'équité et l'intérêt général. Et cette démarche vise à concevoir, fabriquer, utiliser et traiter à la fin de vie des équipements et services numériques.
Et pour cela, donc, il est nécessaire d'opérer des changements de politique publique, d'organisation, mode de production et de consommation, et donc plus globalement de mode de vie. Et son objectif ultime, donc, c'est de réduire les impacts environnementaux du numérique de façon absolue. Donc la sobriété numérique, c'est de réduire ses achats, ses usages du numérique pour réduire les effets négatifs. Comme on parlait, il y a les impacts environnementaux, mais il y a également d'autres aspects négatifs liés au numérique. Du coup, le programme Alt Impact. Donc, les objectifs et ses cibles. Notre objectif principal de ce programme, c'est d'accélérer et d'accompagner la sobriété numérique. Donc, ce programme, il s'inscrit dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un programme national qui a une durée de 2 ans, de fin 2023 à fin 2025. Les cibles de ce programme sont multiples. Donc, on a le grand public, les collectivités territoriales, les organismes, organisations professionnelles privées et l'enseignement supérieur et la recherche. Les porteurs de ce programme sont l'ADEME, qui est porteur principal. Donc en fait, je suis co-référente du coup de l'axe dont je vous parlerai juste après, l'axe 1 formation avec Lydie Bousseau de l'ADEME. Du coup, moi, je suis rattachée au CNRS. On a aussi l'INRIA qui participe à ce programme. Donc nous sommes 3 organismes porteurs de ce programme C2E. Ce programme est organisé donc en 3 axes. Le premier, il est autour de la communication, la sensibilisation et la formation. Donc c'est un programme national. Du coup, il y a des campagnes de communication, peut-être que vous avez pu apercevoir à la télévision ou à la radio. On a créé aussi un site internet. Des mesures de sensibilisation aussi vont être mises en place. Et sur la formation, je vous en parlerai un petit peu plus en détail juste après. Sur l'axe 2, on est autour des bases de données et des référentiels, donc savoir de quoi on parle, de quel outil de mesure on peut parler quand on parle de sobriété numérique, pour, comme on vient de dire tout à l'heure, parler des chiffres et savoir de quoi on parle quand on parle de sobriété numérique. Et l'axe 3, il est autour de la mise en marche de la sobriété, donc l'aspect territorialisation, donc comment implanter dans les territoires la sobriété numérique. Donc ici, il y a la mise en place d'un code de conduite à destination des entreprises et des collectivités, enfin à destination des organismes professionnels. On a également la mise en place de mini-conventions citoyennes appelées dispositifs citoyens dans plusieurs régions françaises. Et on a aussi le recrutement de plusieurs chargés de mission dans 4 régions test en France qui accompagnent dans les collectivités et dans les entreprises de façon de proximité pour pouvoir accompagner localement et proposer aussi des solutions de proximité. Et voilà du coup donc ce qu'on fait côté formation et sensibilisation dans l'axe 1 uniquement. Donc pour vous resituer un peu le contexte, on a une partie de certification des connaissances sur la sobriété numérique. On travaille pour cette partie avec PIX que vous connaissez peut-être. Donc on travaille sur une certification PIX Plus numérique responsable qui sortira très probablement à la fin d'année. On a fait déjà un référentiel avec eux numérique responsable. Sur cette partie de certification des connaissances, nous, au sein d'Alt Impact, on a créé aussi un référentiel de compétences socles pour tous en milieu professionnel. Donc, pour le coup, il n'est pas spécifique, il n'inclut pas le numérique responsable et tous les aspects d'inclusivité, d'accessibilité, etc. Mais il est autour des compétences socles pour que toute personne en situation professionnelle, toutes les compétences à maîtriser en lien avec la sobriété numérique. Ensuite, la deuxième grosse action, c'est l'indexation de l'ensemble des contenus de formation. Donc là, c'est en cours de conception encore. Et la troisième action, elle est un peu plus vaste, donc c'est accélérer la sensibilisation et la formation. Sur les aspects de sensibilisation, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on travaille avec l'association Latitude, avec l'organisation notamment d'ateliers de sensibilisation. Pour l'aspect B2B, donc c'est en cours, il y a un appel à projet qui est en cours de processus. Sur la partie production de contenu de formation en tant que telle, on met à jour le MOOC Impact environnementaux du numérique avec l'INRIA, donc il y a la V2 qui est en cours de conception et qui sera sûrement disponible en cours d'année prochaine. Avec PIX toujours, on conçoit ce qu'ils appellent des modules X, c'est des micro-modules de formation sous forme micro-learning. Et enfin, sur la partie financement direct de formation existante, dans le SR, nous, on a créé donc notre propre mini-formation pour développer un réseau de référence sobriété numérique. Dans le secteur public, on travaille avec le CNFPT. Et dans le secteur privé, nous travaillons avec donc, Laurent Bompas et l'OPCO Atlas. Et du coup, je vais laisser la parole à Laurent pour parler de notre partenariat. Et vous trouverez aussi des sources en annexe sur les sujets qui peuvent vous intéresser et le lien vers le site internet du programme Alt Impact avec des quiz, des ressources et plusieurs informations qui pourraient vous intéresser. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Chiara à travers le module questions-réponses. On prendra 10 minutes en fin de webinaire pour y répondre. Alors, le dispositif de financement de formation Alt Impact, tel que nous l'avons créé,
pour les entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas. On va travailler principalement à partir d'un outil qui s'appelle Campus Atlas. Campus Atlas, c'est une plateforme en ligne qui héberge des contenus de formation. Sur chacun des contenus de formation, nous avons lancé des marchés publics pour référencer plusieurs centres de formation à qui on a confié la charge de dispenser des sessions de formation sur les contenus que nous avons créés. Parmi les modules que nous avons créés pour le Campus Atlas et sur lesquels nous avons référencé des prestataires de formation, eh bien, il y a 2 parcours qui seront éligibles au dispositif Alt Impact. Et sur ces 2 parcours-là, vous allez pouvoir obtenir des financements privilégiés, des financements beaucoup plus importants que ceux qu'on vous propose habituellement. Donc on a tout d'abord un premier parcours qui s'appelle Numérique responsable et qui a été construit autour de 9 modules. 9 modules qui ont vocation à traiter 80% des champs couverts par le numérique responsable sur son axe sobriété numérique. Donc là, tous les sujets ne sont pas traités, notamment l'IA ne l'est pas, mais on va retrouver un outil de sensibilisation pour donner un premier vernis à toutes les équipes concernées sur ce qu'est le numérique responsable. On trouve des contenus qui vont permettre aux dirigeants des entreprises de trouver des solutions pour embarquer en fait toutes leurs parties prenantes dans la démarche, notamment leurs clients. On va retrouver des modules qui sont destinés aux acheteurs de matériel informatique, pour qu'ils puissent prendre en compte toute l'analyse du cycle de vie du matériel et essayer autant que possible d'acheter du matériel dont la durée de vie sera optimisée. Ensuite, on va vous proposer des modules assez clés autour de l'éco-conception pour les développeurs, pour les chefs de projet, et puis tout un pan lié à la data. En marge de ce parcours-là, au sein d'un parcours qui, à l'origine, est pas destiné à traiter le numérique responsable, qui s'appelle Concevoir une application. Donc c'est un parcours qui est destiné à des chefs de projet, sur tous les pans liés à la gestion de projet d'une application numérique, ou la fabrication d'une application numérique. Bien, dans ce parcours-là, on vous propose un module qui s'appelle Éco-conception de services numériques et qui va lui aussi être éligible au dispositif Alt Impact. Sur ces contenus de formation hébergés dans le Campus Atlas, on va vous proposer des critères de prise en charge qui seront bien meilleurs que ceux qu'on vous propose habituellement, que ceux qu'on va vous proposer sur les autres modules intégrés au Campus Atlas. On va découper nos critères de prise en charge en 2 morceaux. On va vous proposer d'abord des critères de prise en charge spécifiques à la branche bureau d'études, branche dans laquelle on va retrouver les entreprises numériques, les bureaux d'études, ingénierie ou construction, les sociétés de conseil. Pour ces entreprises-là, et sur le parcours numérique responsable et ces 9 modules, eh bien, on va vous proposer un financement à hauteur de 100% du coût pédagogique et un financement qui sera proposé en dehors de l'habituel quota qui vient limiter l'accès pour ces entreprises-là au dispositif Campus Atlas. Donc là, une entreprise branche bureau d'études qui proposera une session intra-entreprise à 15 collaborateurs, eh bien, pourra recevoir un financement sur 100% du coût de cette session-là, sans que par ailleurs ça ne vienne incrémenter la moindre unité sur le quota Campus Atlas qui est mis à sa disposition. Donc là, elle pourra utiliser son quota Campus Atlas pour d'autres contenus de formation qui seront proposés à d'autres collaborateurs. On a un deuxième contenu de formation éligible au dispositif Alt Impact avec un module qui s'appelle Éco-conception de services numériques. Ce module-là va être financé à hauteur de 100% de son coût pédagogique, mais par contre, dans la limite du quota offert à chaque entreprise affiliée à cette branche bureau d'études, donc à l'intérieur du quota. Donc on ne pourra financer 100% du coût pédagogique que si
votre quota est suffisant, ou le solde de votre quota est suffisant pour couvrir l'ensemble des stagiaires qui vont participer à la session de formation proposée. Un petit point, mais on y reviendra peut-être plus en détail avec les entreprises concernées. Quand le quota sera insuffisant pour couvrir les besoins de formation sur ce module éco-conception de services numériques des entreprises, les entreprises ont la possibilité d'ajouter au financement habituellement offert par Atlas ce qu'on appelle le bonus priorité de branche. On est sur des cas très marginaux, donc pour ces cas-là, moi ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre contact avec votre conseiller, votre conseillère pour un rendez-vous. Et par ailleurs, pour les autres entreprises, celles qui seront aussi concernées par les besoins en formation sur le parcours numérique responsable, je pense que c'est intéressant pour vous aussi de prendre contact avec votre conseiller, votre conseillère pour un rendez-vous dans vos locaux pour évoquer vos besoins en formation. Les collègues vous aideront en fait à travailler ces besoins, à choisir le bon prestataire, à déposer votre demande de prise en charge, à choisir le bon contenu, les bons modules de formation aussi. Pour toutes les entreprises qui ne sont pas affiliées à la branche bureau d'études, on va vous proposer une prise en charge à hauteur de 50% du coût pédagogique. Cette prise en charge sera complétée par un versement volontaire appelé auprès de l'entreprise et qui sera saisi sur la plateforme MyAtlas. Donc là, en même temps que le dépôt de la demande de prise en charge. Là aussi, pour vous, on est quand même sur une prise en charge beaucoup plus importante que d'habitude parce que les branches hors bureau d'études n'ont pas cette possibilité habituellement d'obtenir une prise en charge sur les contenus proposés à travers le Campus Atlas. En tout cas, il n'y a pas de dispositif spécifique Campus Atlas pour vous habituellement. À la marge, on pourra accepter des contenus hors Campus Atlas. On le fera après que vous ayez rencontré votre conseiller, votre conseillère pour exposer vos besoins et les contenus qu'on vous propose. On ne pourra le faire que si les contenus proposés ne viennent pas entrer en concurrence avec ce qu'on vous propose nous en termes de contenu de formation sur le Campus Atlas. Donc quand par exemple, il vous sera proposé hors Campus Atlas une formation sur l'éco-conception pour vos chefs de projet ou vos développeurs. Bien dans ce cas-là, on ne pourra pas mobiliser le dispositif Alt Impact. On pourra vous proposer d'autres solutions de financement, mais pas Alt Impact et pas les financements privilégiés associés à ce dispositif-là. Notre cible, j'ai déjà évoqué, on s'adresse aussi bien à des informaticiens, chefs de projet, développeurs, et pour eux, très souvent, on va leur proposer de l'éco-conception. Ils vont très souvent jouer un rôle de référent sur le sujet numérique responsable. On va aussi travailler avec toutes les personnes qui achètent du matériel informatique ou de la prestation de services informatiques, avec les dirigeants des entreprises, les managers des directions informatiques ou des services informatiques. Et on va travailler par ailleurs avec les responsables RSE. Et pour toutes ces parties prenantes, on a construit à travers le Campus Atlas des contenus éligibles au dispositif Alt Impact. La période qui va être couverte par le déploiement du dispositif Alt Impact s'échelonne du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2025. C'est la période pendant laquelle vous allez pouvoir, via MyAtlas, déposer votre demande de financement. À partir du 30 novembre 2025 ou à épuisement des fonds, si on a épuisé la subvention dédiée au financement du dispositif Alt Impact avant le 30 novembre, eh bien, on retirera depuis MyAtlas cette possibilité de présenter à l'OPCO des demandes de prise en charge. Donc là, il faut absolument, pour bénéficier de ce financement privilégié, que l'action de formation soit réalisée entre le 1er juillet et le 30 novembre. Attention au report au-delà du 30 novembre. Pour toutes les sessions de formation qui seront in fine réalisées après le 30 novembre, on n'aura plus à disposition les fonds Alt Impact pour vous financer. Donc on vous proposera
plutôt que les critères de prise en charge alt impact, nos critères de prise en charge habituels, qui seront bien moins disants pour vous, qui seront peut-être qui viendront sans doute limiter votre capacité à déployer ces actions de formation. Donc essayez autant que possible de vous positionner sur des sessions de formation qui ont de bonnes chances d'être réalisées. Vous avez le droit de solliciter le prestataire de formation pour demander à être conseillé sur le choix de votre session de formation. Et n'hésitez pas à le faire. Voilà pour cette partie-là. Vous verrez sur la plateforme Campus Atlas, on a fait en sorte que le process de dépôt de la demande de prise en charge soit facilité pour vous. Tous les contenus éligibles sont tagués avec un tag Alt Impact qui apparaît sur la plateforme. Donc là, vous allez pouvoir du coup retrouver ces contenus éligibles grâce à ce tag. Et par ailleurs, on a créé sur la plateforme Campus Atlas une page dédiée qui vous présente tous les modules et tous les parcours éligibles. Et en cliquant sur le parcours, sur le module, vous allez retrouver toutes les sessions proposées par les prestataires de formation avec qui on travaille. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur ce dispositif de financement de formation qui vous est destiné. N'hésitez pas à les saisir. On prendra un petit moment en fin de webinaire pour y répondre. Et par ailleurs, le plus simple pour poser vos questions et obtenir une réponse en direct, c'est bien de prendre rendez-vous avec votre conseiller, votre conseillère. Donc moi, je vous invite vraiment en clôture de webinaire à prendre quelques secondes pour compléter le formulaire, la petite enquête qui vous sera proposée, indiquer qui vous êtes, vos coordonnées et demander à être recontacté par votre conseiller ou votre conseillère, demander à bénéficier d'un rendez-vous. Ils le feront bien volontiers. Voilà, on va passer au temps suivant qu'on a prévu. Alors, du coup, moi j'ai le plein écran, je vois plus ni Frédéric ni Sébastien. Je voulais d'abord vous interroger sur la genèse de votre démarche. Comment est né votre projet, votre démarche numérique responsable? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur qui a fait que vous avez eu envie d'accompagner votre entreprise vers le déploiement d'une démarche numérique responsable? Alors, je vais peut-être interroger d'abord Frédéric, si vous m'entendez. Oui, très bien. C'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais, super. De notre côté, donc nous, on est une société de développement de services numériques. Alors, c'est vrai qu'on est tout de suite dans le numérique, c'est vraiment notre métier. On va gérer des projets qui sont assez importants et cette genèse NR, elle a démarré il y a, je dirais, une quinzaine d'années en passant d'abord par le prisme du développement durable qu'on a un peu tous connu et avec l'idée en fait qu'une entreprise elle est au service de ses collaborateurs. Alors dans cet esprit, on a déjà essayé de faire une entreprise dans laquelle il faisait bon travailler et on s'est posé la question des ressources qu'on utilisait au départ de façon donc très basique, l'encre des photocopieurs, les écrans, etc. Et puis c'est là qu'on s'est posé des questions ensuite sur l'impact des équipements et des services numériques qu'on produisait. Et ça a été un vrai déclic finalement. C'est ce qui a été présenté juste avant par Chiara sur le côté l'impact du NR, la production qui produit plus que l'aviation, qui rattrape maintenant l'automobile, etc. Et puis donc maintenant, on travaille sur toutes les composantes du NR, soit les composantes vraiment d'éco-conception, d'IT for Human aussi, de Human for IT, etc. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'est né aussi votre engagement pour la Digital League? Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit mot sur Alors l'action? l'engagement pour la Digital League, il vient d'encore plus loin, puisqu'on a toujours été dans une démarche de travail collaboratif avec les acteurs du territoire. On a toujours vu les entreprises du numérique comme des partenaires et pas des concurrents. Et dans ce sens, on a créé multiples associations du numérique sur le territoire stéphanois, puis étendu ensuite sur l'Auvergne et puis un petit peu dans le sud, et là maintenant sur Auvergne-Rhône-Alpes.
Et donc, c'est vrai que Doing est dans une démarche de co-construction dans tous les cas, que ça soit sur les produits ou sur la filière. Et donc, c'est Mm. là-dessus, effectivement, qu'on a créé Digital League il y a quelques années avec les autres entreprises du secteur. Et puis maintenant, nous avons un peu plus de 400 adhérents et j'en suis aujourd'hui le coprésident. Ouais. Et quelles sont les actions de la Digital League sur ce champ du numérique responsable? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, ouais, alors la Digital League, eh bien, donc la Digital League porte trois sujets, trois grands sujets. Un sujet cybersécurité, un sujet IA et un sujet numérique responsable. Et puis ensuite des sujets plus secondaires, plus transverses, on va dire, dans l'entreprise. Sur ce sujet numérique responsable, on s'en est saisi il y a maintenant quelques années, donc je dirais 7 ans, quelque chose comme ça, avec le label NR qui est porté, qui est proposé et qui est piloté pour nos adhérents, avec également des actions numériques responsables structurantes dans les entreprises. Et puis, par exemple, l'année dernière, on a fait un éco-challenge numérique responsable dans lequel il y avait un dispositif d'une dizaine d'entreprises qui venaient avec des objectifs d'éco-conception de services numériques et qui sont venus suivre une espèce de challenge avec des cours qui leur étaient donnés, des formations, et puis ensuite un rendu derrière. Je vais également indiquer un autre point, c'est que à partir de l'année prochaine, donc ça c'est une action qui sort tout de suite, hein, c'est des ingénieurs qui seront sur le territoire, des ingénieurs numériques responsables qui vont être diplômés avec Télécom Saint-Étienne, et le diplôme est porté par Télécom Saint-Étienne et avec une très forte collaboration avec Digital League. Mm. Alors, je relaye la même question sur la genèse de la démarche numérique responsable pour Sébastien chez Penbase. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la démarche, comment est né votre projet? Il va y avoir pas mal de similitudes en fait avec le Ok. parcours qu'a énoncé Frédéric. Mm. Effectivement, ça remonte aussi à quelques années. C'est une question de sensibilité. Donc moi, je travaille pour une société qui édite des logiciels métiers. Donc on est vraiment déjà une société du numérique. On développe des applications mobiles, des applications web, mais aussi on fournit du matériel, des boîtiers connectés ou des smartphones professionnels à des clients qui travaillent de manière détachée dans des secteurs comme la propreté ou le service à la personne. Et donc, au départ, c'est un peu comme ce que racontait Frédéric, c'est qu'au départ, on a cherché un peu à rationaliser, à améliorer certains de nos usages. Et donc, on est rentré dans une première démarche qui s'appelait Envol et qui était, on va dire, un premier pas pour initier les PME, hein, parce que ma société est constituée d'une trentaine de collaborateurs environ, à adopter des gestes, des bonnes pratiques de sobriété pour réduire les consommations, pour mieux gérer ses déchets. Et effectivement, hein, ça part de choses toutes bêtes comme la gestion de l'électricité ou bien du papier. Et puis finalement, ça on a initié en 2018 et on a décidé de passer un cap quand le label numérique responsable, hein, qui est un label dont le référentiel vraiment est au cœur de notre activité et qui permet de s'auto-diagnostiquer sur toutes les étapes du cycle de vie en fait de l'organisation et de ses produits. Et ben à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait franchir cette nouvelle étape, sachant que le label a l'avantage d'être en 2 temps. Donc c'est plus exigeant. Il y a un travail de fond à mener et surtout du coup une nécessité de davantage structurer ses process et intégrer la démarche au cœur de sa stratégie, mais elle est aussi assez flexible pour permettre de se donner le temps d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, hein, que ce soit en termes d'éco-conception, d'achat responsable, de gestion de ses données, etc., etc. Et donc, pareil, elle ouvre la voie pour passer une étape suivante au bout de 2 ans et passer au niveau 2 du label. Voilà, donc Mm. en fait tout ça, c'est vraiment une histoire de petits pas progressifs et qui nous fait avancer en fait finalement. Ok. Et vous avez commencé par quel chantier? Est-ce qu'il y a des chantiers que vous avez attaqués, des chantiers prioritaires sur d'autres chez vous? Oui, en fait, la labellisation, elle commence vraiment par une phase d'autodiagnostic, hein. Il faut compter bien 3, 4 mois pour se sonder en interne, pour identifier en fait dans le cycle de vie de sa production quels sont les éléments où on a le plus, on va dire, d'impact écologique. Nous, clairement, et ça rejoint ce que présentait Chiara tout à l'heure, c'est l'utilisation de terminaux neufs, hein, notamment de smartphones professionnels qu'on met à disposition, puisque ça a vraiment un coût écologique important.
mais également la gestion des infrastructures sur lesquelles sont conservées nos données, puisque beaucoup de données transitent pour nos clients par les serveurs. Et donc, identifier ces forts impacts nous a mené à déclencher des chantiers, notamment de formation. Donc, notamment via l'OPCO, on a mené une première formation d'un de nos ingénieurs développeurs sur l'éco-conception des produits et des services numériques. Et lui-même devient référent du coup en interne et va être amené à former ses collègues du développement afin de de simplifier et de réduire la quantité de données et l'architecture des logiciels qu'on produit. Et cette démarche, elle est en cours et notamment elle sera reproduite pour notre politique d'achat responsable afin de trouver des solutions de contournement pour moins dépendre des terminaux neufs, réutiliser des terminaux d'occasion ou bien inciter nos clients à passer par ce qu'on appelle le BIOD, c'est-à-dire le téléchargement d'applications directement sur leur smartphone personnel. Donc il y a cette phase de formation en fait qui est importante puisque il s'agit de transformer par petites étapes l'organisation et donc d'embarquer tous les hommes qui constituent l'entreprise. Et ça passe, moi j'ai été le premier, donc j'étais le référent qui a porté le projet de la labellisation du numérique responsable au sein de l'entreprise. Et maintenant, il y a d'autres référents suivant les chantiers qui sont à mener, un pour l'éco-conception, un bientôt pour la politique d'achat, qui vont amener soit leur équipe, soit le reste de l'entreprise sur ces problématiques. Sur tous vos chantiers, alors vous avez utilisé le module éco-conception de services numériques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance ensemble. Sur les autres chantiers que vous avez évoqués, sur les achats, sur le volet data, on a aussi dans le parcours numérique responsable des contenus appropriés. Et par ailleurs, pour ce que vous évoquiez sur le référentiel du label, vous avez un site internet spécifique au label numérique responsable sur lequel vous pouvez retrouver en fait tout le référentiel et les différents items spécifiques au label, depuis la gouvernance, la stratégie numérique responsable jusqu'aux différentes feuilles de route ou plans d'action nécessaires pour déployer la démarche. Question pour Monsieur Perrin, l'entreprise Doing. Quel bénéfice vous avez tiré de votre démarche et quelles sont les actions de formation que vous avez besoin de déployer pour accompagner vos démarches numériques responsables? Alors les bénéfices, je pense qu'ils vont être, alors ils sont divers en fait, hein. Il va y avoir déjà une amélioration de la qualité de ce qu'on livre. Aujourd'hui, les bonnes pratiques d'éco-conception, par exemple, ça mène à des interfaces qui sont plus rapides, plus simples, plus accessibles. En fait, au final, on a souvent une qualité qui se retrouve améliorée. Je dirais que c'est aussi une amélioration des process de l'entreprise, puisque le label numérique responsable, par exemple, il est très transverse dans l'entreprise. Il est transverse, il va parler aussi bien du process commercial que des process qualité, que de l'hébergement, des achats, etc. Et finalement, ça nous aide à structurer l'entreprise. On est vraiment un peu comme dans une démarche ISO qui va nous aider à structurer tout ça. Donc ça, c'est très bon pour nous. Et puis, étant donné qu'on met nos valeurs en avant, ça c'est ce que disait Sébastien en fait aussi, une question de valeur, de vision, on va se retrouver à avoir une attractivité qui va être renforcée. Alors, soit par rapport à des nouveaux talents, donc on a des personnes qui sont venues nous rejoindre parce qu'on avait ces démarches d'éco-conception, enfin d'engagement numérique responsable, on va plutôt dire. Et puis aussi des clients qui sont de plus en plus engagés et intéressés par ces sujets-là, et pour lesquels on va pouvoir communiquer. Donc ça nous permet clairement de nous distinguer aussi d'autres structures qui vont être moins engagées et puis qui seront peut-être moins sélectionnés sur du commerce. Voilà. Pour les formations qu'on a mis en place, alors on a essayé beaucoup de choses, ça fait longtemps qu'on fait du NR, donc il y a eu beaucoup de choses. On a eu à la fois on va dire, de l'accompagnement qui a été fait par des dispositifs. On a eu un accompagnement par le pôle éco-conception, par exemple, qui est juste à côté de chez nous à Saint-Étienne, qui nous avait accompagnés sur de l'éco-conception de services numériques. On a eu ensuite un accompagnement également par Digital League dans le cadre de l'éco-conception de services, l'éco-challenge dont je vous en parlais.
Et puis finalement, je pense que la formation, on peut aussi se poser la question de la formation qu'on fait dans l'entreprise pour les autres. La formation qu'on fait pour les autres, elle est variée. Déjà, on a celle que nous, on transmet à nos clients. Alors, elle n'est pas toujours prise en charge, en fait, hein, mais c'est des formations. On va faire de la sensibilisation à nos clients, on va leur expliquer ce que c'est que l'éco-conception, que l'ENR. Et puis, on a aussi toute la formation qu'on fait entre les collaborateurs, notamment dans les process de onboarding, où aujourd'hui, le onboarding chez nous, il y a une obligation de suivre ce qui s'appelle le MOOC du label NR. Donc, tous les nouveaux collaborateurs doivent suivre ce MOOC pour entrer dans l'entreprise, par exemple. Et ils sont ensuite formés, c'est aussi à ce que disait Sébastien sur le côté relais qu'on va avoir dans l'entreprise, avec des experts qui vont ensuite relayer en interne ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire avec des dispositifs également, mais qui sont plutôt de la formation en situation de travail, vraiment dans l'entreprise, entre les collaborateurs. Euh, Deux petites choses par rapport à notre offre. On avait déjà depuis l'année passée la possibilité d'offrir sur les fresques, notamment la fresque du numérique, des financements à hauteur de 100% du coût pédagogique quand vous passez par le campus Atlas, et là aussi en dehors de l'habituel système de quotas pour les entreprises notamment affiliées à la branche bureau d'études. On a sorti cette année une nouvelle offre sur cette partie sensibilisation qui s'appelle Climate School Atlas. Cette offre, c'est une offre de micro-learning à travers une plateforme internet spécifique de micro-learning en vidéo. Donc je consulte une série de petites vidéos courtes de 5 minutes, et après avoir visionné chacune des vidéos, la plateforme me propose des activités pédagogiques. Et dans la Climate School, vous avez un parcours je travaille dans l'informatique. Donc voilà, l'accès à cette plateforme Climate School est financé à 100% et est offerte en fait par Atlas à tous nos adhérents de moins de 50 salariés. Donc là, voilà, on essaye aussi de développer notre offre pour accompagner l'onboarding en fait de vos collaborateurs. Et puis dernier point pour la formation en situation de travail. C'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir accompagner dans le cadre d'Alt Impact. Alors là, dans ce cas de figure, je vous invite vraiment à prendre contact avec votre conseiller, votre conseillère au Atlas pour un rendez-vous. On a des collègues qui savent accompagner ce genre de démarche et qui vous y aideront, en tout cas, et qui pourront même vous aider à structurer cette démarche d'AFEST et qui, par ailleurs, vous aideront à aller chercher les meilleurs financements, notamment ceux offerts dans le cadre d'Alt Impact. Donc c'est important que vous puissiez avoir cette démarche de prise de rendez-vous avec les collègues. Alors dernière question avant de clôturer cette phase de témoignage pour Sébastien, quels sont les bénéfices en tant qu'éditeur de logiciel dont vous avez tiré vous lié à la mise en œuvre de votre démarche numérique responsable? Est-ce que vous aussi vous avez pu embarquer plus facilement de nouveaux clients, de nouveaux collaborateurs? Oui, là, je pourrais qu'appuyer tout le retour d'expérience qu'a fait Frédéric, hein. C'est-à-dire, effectivement, il y a des bénéfices qui sont au niveau de la sensibilisation des équipes et donc même de la formation, donc des personnes qui sont plus motivées, car elles deviennent moteurs du changement au sein de l'entreprise. Il y a un peu la traque au coût caché, il y a quand même aussi d'effets vertueux de mettre en place de nouveaux process et donc aussi de réduire aussi certaines factures. Donc il y a cet aspect bénéfique-là également. Et il y a aussi le fait que s'obliger un peu à se poser et à repenser un peu ses process, clarifier sa vision, cet axe stratégique, ça a aussi des vertus pour en fait se clarifier l'horizon en termes de direction d'entreprise. Au bout du compte, il y a une dimension savoir-faire sur laquelle on progresse avec cette labellisation, mais on nous incite aussi à faire savoir. Et il y a ce côté rayonnement qui est demandé, et notamment auprès de nos parties prenantes externes à l'entreprise, que ce soit les clients, les partenaires, les fournisseurs. On nous demande d'être moteur, et ça a aussi une valeur ajoutée auprès de notre image de marque, tout simplement parce que ce que ce label apporte, c'est aussi une reconnaissance
C'est même attendu par certains de nos clients. Je parlais notamment du marché de la propreté, qui est un de nos marchés principaux. Ils sont très sensibilisés déjà, les entreprises de propreté, à toute la dimension RSE dans les produits chez lesquels ils se fournissent ou dans les services. Et donc, c'est aussi un vecteur de différenciation d'arriver avec ce label parce que eux-mêmes peuvent le valoriser pour leurs propres appels d'offres auprès de leurs clients finaux. Donc, il y a une dimension savoir-faire sur laquelle on progresse, mais il y a aussi une dimension faire savoir qui est importante et qui nous rend aussi moteur du changement en dehors de l'entreprise. Hmm. Voilà. La conclusion, hein, c'est qu'on soit éditeur de logiciels, qu'on soit ESN, dans tous les cas, le numérique responsable, ça fonctionne bien, vous en tirez bénéfice. Les formations qui sont nécessaires pour accompagner le déploiement de la démarche sont disponibles et elles sont pendant une période ponctuelle, hein, du 1er juillet à fin novembre, financées de façon privilégiée. Donc n'hésitez pas. C'est le bon moment pour vous lancer dans une démarche numérique responsable. Les collègues conseillers et conseillères sont à votre disposition pour accompagner le lancement de votre démarche numérique responsable. Donc voilà, tous les voyants sont au vert, hein, pour vous lancer. Et, voilà, on va attaquer la dernière partie de questions-réponses et du coup je vais retirer l'affichage plein écran pour pouvoir bien voir les différentes questions qui auraient pu être posées. Et puis je vais peut-être laisser la main à mes collègues Anna et Jessica pour relayer certaines questions. Je crois elles ont bien travaillé et répondu déjà à beaucoup de questions. Alors peut-être juste pour reprendre certaines questions qui sont revenues un peu plus souvent. Si mon entreprise est en cours de labellisation numérique responsable et bénéficie déjà de l'aide ADEME, notamment l'aide Tremplin, accompagnement à la labellisation numérique responsable, est-ce que dans ce contexte, on peut quand même bénéficier du programme Alt Impact? Alors, Alt Impact, oui, vient financer des formations. Quand on se fait labelliser, on achète une prestation d'audit de certification. Et Sébastien, Frédéric pourront témoigner, hein, un prestataire qui vient auditer toute vos feuilles de route, votre projet finalement de numérique responsable. En parallèle de ça, très souvent, quand bien même on sera en cours d'octroi de la labellisation, pour accompagner la démarche, très souvent, il faut mettre en place des formations et des formations sur lesquelles l'entreprise n'a pas demandé de prise en charge auprès de l'ADEME. Alors, on ne va pas financer une deuxième fois ce que l'ADEME a déjà pris en charge. Hein. Par contre, si dans le dossier que vous avez déposé auprès de l'ADEME, vous avez déjà demandé une prise en charge pour de la formation interne, par exemple, on ne viendra pas la financer une deuxième fois. Là, on va venir prendre en charge des actions de formation, notamment à travers le Campus Atlas, qui seront nécessaires au déploiement de votre démarche. Et dans votre cas, ce sera post-labellisation. Voilà. N'hésitez pas, hein, Frédéric et Sébastien, à intervenir aussi. Vous avez cette expérience-là. Oui, je confirme qu'il y a tout à fait un audit au début de la labellisation. Et en tout cas, dans notre expérience à nous, c'est suite à la labellisation qu'on a vraiment lancé les chantiers. Et donc, le premier, c'était l'éco-conception avec la formation d'un de nos développeurs, et que maintenant, on va s'attaquer à celui des achats responsables. Donc, en tout cas, voilà, ça s'est fait dans cet ordre-là. Et voilà, je confirme bien qu'il y a une bonne phase de préparation en amont, hein, comptez au moins bien 4 mois pour bien vous autodiagnostiquer, un audit avec donc un cabinet qui est détaché, qui dure une journée, et puis ensuite, vous rentrez dans la phase où vous devez accomplir vos engagements. Hein. Vous avez rédigé tout un ensemble d'engagements que vous avez confirmé avec l'auditeur, et vous avez 2 ans pour les réaliser, faire le point, pour faire un point, savoir est-ce qu'on garde la labellisation, est-ce qu'on essaie de passer au niveau supérieur. Voilà un petit peu la feuille de route.
Voilà, j'espère qu'on a répondu du coup à cette question qui est visiblement revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient intéressantes à partager? Il y a une question Peut-être sur. qu'on- Bonjour, Sébastien et Frédéric ont mentionné les points positifs de la labellisation. Quels ont été les efforts humains et financiers? Quelles ont également été les réticences qu'ils ont rencontrées? Je peux répondre là-dessus. Alors, de notre côté, déjà, donc, ce qu'il faut se dire, c'est ce qui est important, c'est d'embarquer l'équipe. Embarquer l'équipe, c'est un label comme celui-là, c'est pas un label qui peut se faire contre-courant, en fait, puisqu'il va être très transverse, il faut qu'il y ait des moteurs. Donc, de notre côté, on a libéré du temps pour certaines personnes dans un groupe de travail. Donc, ça veut dire que ce travail-là, enfin, on a toute l'année des personnes qui vont travailler, se rencontrer, tout comme on aurait un process qualité ou un process comme ça. Et donc, comme c'est quelque chose qui est sérieux avec un plan d'action, comme le disait Sébastien, il faut bien qu'on suive ça et qu'on le pilote. Donc, forcément, il y a du temps. Alors, nous, on est 35 collaborateurs. Je dirais que le NR, sur toute l'entreprise, ça doit être toute l'année à peu près, on va dire, peut-être un quart temps ou un tiers temps. Finalement, c'est pas non plus une équipe à temps plein tout le temps, en fait. Mais c'est des personnes qui vont devoir donner du temps, 2 heures de temps en temps, une demi-journée par-ci par-là, ça c'est certain. Et puis il y a la phase de labellisation qui, elle, est plus gourmande en temps, ça c'est sûr. C'est comme une démarche ISO, hein, ça demande du temps, c'est certain. Mais c'est du temps qui est là pour structurer l'entreprise et puis la rendre plus efficace aussi. Donc voilà. Après, sur les réticences, faut se dire qu'on a, comme c'est un sujet de conviction, on a quelques collaborateurs qui se sentent moins convaincus. Ça, c'est certain, il y en a toujours, hein. Les collaborateurs qui se retrouvent moins convaincus, il faut aussi qu'on arrive à faire une bonne communication auprès d'eux pour leur expliquer. Et ça empêche pas d'avancer et de les embarquer aussi, de les mobiliser, hein. Voilà. Une petite question à laquelle je vais répondre. Comment un organisme de formation peut-il être référencé sur le parcours numérique responsable, sur le campus Atlas? Mais il faut répondre à un appel à projet et remporter en fait le marché public proposé par Atlas. Tout centre de formation certifié Calliope peut répondre à cet appel à projet. Par contre, la sélection est rude. On a beaucoup de répondants et peu d'élus en bout de parcours. Voilà. Et chaque centre de formation retenu par Atlas dans le cadre de son marché public, sa procédure de référencement marché public, peut ensuite faire appel à des sous-traitants avec qui il va contracter. Voilà. L'organisme nous fera connaître sur un document officiel, en fait, spécifique au marché, la liste de ces sous-traitants. Voilà un petit peu pour cette question-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions notables que vous auriez repérées qui nécessiteraient d'être partagées? On prend l'engagement par ailleurs de vous répondre à tous, parce qu'on a dans notre réseau un réseau de référents ambassadeurs RSE sur lesquels on va s'appuyer pour que chacune de vos questions soit distribuée ensuite aux conseillers conseillères qui vous accompagnent habituellement, et toutes celles auxquelles on n'aura pas réussi à répondre en fait sont bien répondues à travers la personne qui vous accompagne au quotidien chez nous. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été nombreuses et nombreux à assister à notre webinaire. Vous étiez plus de 250. Alors, même peut-être un pic au-delà. J'étais face à mon support, je ne l'ai pas vu. Et merci à tous mes intervenants d'avoir partagé l'affiche avec moi. C'était un plaisir de co-animer avec vous. Merci à mes collègues qui vous ont accompagné dans la réponse à vos questions. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour travailler avec vous sur le dispositif Alt Impact et sur des formations qu'on pourra vous proposer financer à travers ce dispositif-là. Alors, il est 15h, on va tenir notre engagement et on va mettre fin du coup au webinaire et à l'enregistrement. Ce qui vous permettra de basculer sur l'enquête post-webinaire. Prenez le temps de la compléter. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup tout le monde.